Previously in Ciné-Claque. Suite à leurs 2 précédents podcasts sur la musique de film, le docteur et le professeur ont pris une décision radicale. Il n'était plus question d'imposer 3 heures de palabres couvrant une décennie de bande originale. Il leur fallait accélérer le rythme, aller à l'essentiel, à la substantifique moelle, pour citer Rabelais et son excellent Gargantua. J'espère que vous avez lu, c'est pas le tout de regarder des films. Ah, ils y croyaient vraiment. En démarrant ce nouveau podcast, devons couvrir la décennie 1986-1995. Oh oui, ils y croyaient. Pauvres fous. Sans le nettoyeur pour mettre le holà, nos 2 acolytes, au bout de quelques minutes, ont oublié leur bonne résolution. Un peu comme celle du 1er janvier, quand on dit « Oui, cette année, je te promets, je ferai ci, je ferai ça », puis en fait... 1er janvier, 0h01, on a déjà oublié. Voilà, c'est la vie. La vie est faite ainsi, c'est la vie qui passe. Résultat des courses, un échec monumental. Dis donc les gars, vous êtes sûr que vous connaissez la définition du mot accéléré? Bref, bienvenue sur Ciné-Claque, le podcast qui fait pas comme on a dit. Ciné-Claque, du ciné et des claques. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit plus ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur. Professeur, on a fait la dernière fois la décennie, enfin si on peut dire, je sais pas comment on peut appeler ça, une décade, hein, voilà, entre 1976 et 1985. Et là, on va reprendre à 1986, l'année de la saucisse. Oui, je sais. Mais on fait ce qu'on peut. Hein. C'est l'hiver, il fait froid. Vous allez devoir payer des droits d'auteur à la voix off, là. Ah, je sais. Mais c'est pas grave. Moins il parle, moins on se porte. Oh là là, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'il y a, la voix off? Tu vas nous la faire payer après. Ah, le docteur n'a honte de rien. Tais-toi, la voix off. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer avec 1986. Et pourquoi on commence en 1986? Parce qu'en fait, c'était le début des bandes originales faites de chansons, de trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute la plupart du temps. Des morceaux qui sont crédités, qui sont mis dans l'album alors qu'on les entend 3 secondes dans le film. Il y avait déjà ça dans Ghostbusters, par exemple. Voilà, c'est des chansons qui passent au fond, un autoradio qui passe dans la rue, hop, c'est la chanson. À un moment... Une chanson inspirée par... Voilà, à un moment donné, ça allait même plus loin, parce qu'il y avait des chansons qui n'étaient pas du tout dans le film. Ouais, tout à fait. En fait, c'est juste la boîte de disques, mettons, je sais pas, on va dire RCA, qui bosse avec Universal, par exemple, je sais pas, c'est un peu au pif, quoi, mais je crois que c'est ça. Et ils ont des artistes pas à promouvoir, mais pour faire tourner les droits d'auteur, donc ils mettent des chansons dans le disque, et à chaque fois que tu achètes le disque, tu payes les droits d'auteur pour des gens que tu connais pas, que tu connaîtras sans doute jamais. Il y a quand même des musiciens, mais ils sont apparus, disparus, et ça se trouve, ils sont même pas apparus. C'est peut-être aussi des fois les producteurs qui font eux-mêmes la musique dans leur coin, ils mettent un pseudo, ils touchent les droits derrière. Je l'ai déjà vu, et oui, je l'ai déjà vu, la mafia de la musique, c'est une grande affaire. Alors, en 1986, c'était aussi un peu le début des gros films de merde des années 80. Parce que tous les films du début des années 80 c'est des films qui ont été mis en chantier à la fin des années 70. Ouais. Et il y a eu ce moment de Ronald Reagan qui est arrivé, et qui a tout transformé. Ce type avait touché de merdasse. Tout ce qu'il touchait devenait du caca. Et d'un coup, il a touché, sans le vouloir, ou je sais pas, au cinéma. Enfin, ceci dit, non, il a touché depuis longtemps, il était un peu acteur. Il a fait plein de films de merde, donc des films avec des singes. Oui, donc, c'est vrai. C'est un peu... J'aime pas les films avec des singes. Mais... Ah bah, t'aimes pas les films avec des dragons qui parlent, t'aimes pas les films avec des singes. J'aime pas les films avec des animaux qui parlent non plus. Sauf à des rares exceptions. J'aime bien, par exemple, Greystoke. Et pourtant, il y a des singes. Mais ils parlent pas. Oui, mais en plus, c'est pas des vrais. La magie du cinéma. Alors, je suppose que t'aimes pas les Babes de George Miller. Ah non, j'ai pas voulu voir. Ah, je loupe quelque chose. Non, je sais. Non, mais attends. J'assume mes torts jusqu'au bout. J'espère bien. Il y a des films comme ça, je refuse de voir. Tu vois, c'est... Je veux pas voir un cochon qui parle, moi. J'ai pas envie de ça. Déjà, Happy Feet, je l'ai vu.
Bon, après, c'est George Miller, c'est toujours bien, quoi. Ah oui. Mais, c'est agaçant, quoi. C'est agaçant. Et, j'ai bien aimé aussi, il y avait un truc que j'ai vu, ça était un Disney avec un lapin qui faisait une enquête. Zootopia. Ouais, Il super. était excellent. C'était vraiment bien. Ouais. Ça, c'était vraiment bien. Avec le paresseux. Oui, ça, c'est hilarant, quoi. Ouais, c'est imparable, c'est vraiment le truc imparable. Donc voilà, on va revenir à nos moutons, parce que les digressions commencent, et le podcast va durer à peu près 5 heures. D'ailleurs, on va couvrir 5 années ce coup-là. Hein. On va pas péter plus haut que notre. On va pas faire des podcasts qui durent jusqu'à 5 heures du matin, où là, on est obligé d'avoir les montagnes de coke devant nous pour tenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on va démarrer par une petite info. Donc, l'info, c'est l'année de Cobra. Cobra, avec Sylvester Stallone, un gros nanar. Qui mange sa pizza avec les ciseaux et les lunettes de soleil. Voilà. Et puis avec ses gants, oui, c'est le truc à faire. Il a des gants, les ciseaux de soleil, il mange des pizzas, et à la fin, il envoie le méchant au four. Ce qui est quand même... voilà, quoi. Mais le méchant, en plus, c'est bien, parce que c'est intéressant dans ces films-là, parce que les méchants sont laids. Donc c'est aussi... Enfin, c'est un vrai film de nazi, quoi. Ouais, mais j'adorais ouais. l'esthétique du film Cobra, quoi. C'est vraiment... On est dans les années 80, quoi. C'est... Ouais. Avec le coucher de soleil et voilà, tout, avec le clip au milieu, en plein milieu du film et tout, sur sa femme d'alors, Brigitte Nielsen et tout, quoi. Ouais, qu'est-ce que je vais mal. Oui. Qu'est-ce que je vais mal. C'était pas possible, quoi. Et ouais, je me souviens, c'est un film de George Pancospato, celui qui a fait Rambo 2. Ouais. Bah, autant j'aimais bien Rambo 2 parce qu'il y avait une belle photo, il y avait... c'était débile, quoi. Mais c'est vraiment débile, hein. Mais au moins, ouais, ça se tenait. Que Cobra, ça part en saucisse direct. De toute façon, saucisse 1986. Voilà. On y revient, ouais. Il y avait La Petite Boutique des Horreurs, à l'époque, qui est sortie, adaptée d'une comédie musicale. Moi, je l'ai vu au cinéma, ce truc-là. Moi aussi. Je me suis horriblement fait chier. Enfin, mais c'était sympa, mais... j'avais vraiment l'impression... En fait, je me voyais regarder le film tellement je m'emmerdais, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'était... j'attendais les gags et tout, puis c'était gentil. Je préfère largement Rocky Horror Picture Show, au moins. Ah, mais c'est pas comparable. Pas comparable. Bah, c'est de la comédie musicale. Hein. Ah oui, mais on n'est pas sur le même niveau, quoi. Rocky Horror Picture Show, c'est plus transgressif, là. Oh, ça aurait pu... Bah, transgressif, il y a une plante qui mange des gens, gars. Qu'est-ce qu'il te faut? Oui. Non, mais attends. Imagine, ils se font manger par une plante. Ouais. Mais bon, qui chantent bien. Bah, tout est normal, quoi. Qui chantent bien. Ouais, sur ta jardinière, t'as forcément des plantes qui t'essaient de bouffer les bras quand tu regardes par ta fenêtre, quoi. C'est évident. À la même époque, il y avait Mosquito Coast qui sortait. Moi, je me souviens de ce film, c'était bien. La musique, je sais même plus qui l'a fait. Maurice Ah oui, c'est vrai, bah, de toute façon. Ouais, c'est Peter Weir. Ah, mais Peter Weir, Maurice Jarre. C'est peut-être pour ça que j'ai pas retenu. Je l'avais acheté en cassette, j'ai dû l'écouter 1 ou 2 fois, c'est tout. Elle est pas géniale. Ouais, mais Maurice Jarre, moi j'aimais bien Paris Brutil et puis c'est tout. The Hitcher. Ah, The Hitcher. The Hitcher, un putain de vrai bon film, on va dire. Ouais. Parce que je crois qu'il y a rarement eu l'équivalent d'un. Il y a eu un remake tout pourri avec Sean Bean. Je l'ai pas vu, j'ai pas voulu le voir. Bah, c'est avec Sean Bean. Ouais. Il à la fin. Et puis... Oui, c'est vrai. L'acteur qui a jamais de chance. Ouais, c'est super rare qu'il meure pas dans ses films. Hein. Et puis... Mais j'aime bien en méchant. Il fait toujours un bon méchant. Il a la tête qu'il faut. Et le film, ouais, il aurait pu être bien, mais il l'est pas, en fait. Parce que tout ce qui est bien, c'est vraiment repompé sur l'original. Et ouais, moi j'ai adoré. Je l'ai vu. Une fête du cinéma, il faisait 75 degrés dans la salle. On collait tous les uns aux autres. C'était avant les règles sanitaires et tout. On pouvait se coller les uns aux autres au cinéma quand on avait chaud, quoi. Enfin, c'était vraiment un super souvenir et je m'y attendais pas du tout à ça. Sauf que Starfix avait fait la couve avec. Ouais. Et ça donnait plutôt envie d'y aller, ce Starfix. C'était ça qui m'avait convaincu d'y aller. Ouais. C'était fait exprès pour y aller. Et moi aussi, c'était pareil. C'était une fête de cinéma et... petite digression rapide, mais sur l'un des précédents podcasts, on parlait de hors-champ, et là, moi, je trouvais qu'il y avait un moment magnifique où on voit on voit pas ce qui arrive à Jennifer Jason Leigh, parce qu'il y a un fondu au noir, où il y a un plan noir, on voit pas ce qui lui arrive, mais c'est horrible, quoi, parce qu'on sait ce qui lui arrive. C'est horrible, tout à fait. Ouais. C'est pire que si on avait... Voilà, vu, carrément pire. Ouais, tout à fait. Je me souviens dans la salle, tout le monde retenait son souffle. C'était le choc du film, en plus. On est en train de spoiler encore comme des gros malades. Ah ouais, mais bon. On passe notre temps à spoiler. En tout cas, Mark Isham à la musique, qui a tourné, comment ça s'appelle, Scientologue. Mais bon,
Ah bon? Voilà, tant qu'il fait de la bonne Ah ouais, musique, il attend. je crois. Ah. Ben, Je crois. ça fait un moment. Je vérifierai. Ça fait un moment que je suis plus, mais parce que moi j'ai. Ouais. Attends, j'ai regardé. Ça, j'ai- Si j'ai tort, je couperai. J'aimais beaucoup Mark Isham, mais je trouvais que dernièrement, j'accrochais pas ce qu'il faisait, quoi. Alors j'ai arrêté de le suivre un peu. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas un grand musicien. C'est un très bon trompettiste. C'est pas John Williams, non. quoi, tu vois. Non, mais à la base, il vient du jazz, c'est un trompettiste, donc. Ouais. Ouais. Mais il a fait quand même une sacrée. Oui. Il a quand même fait une sacrée tripotée. Là, je suis devant son Wikipédia. Oh Seigneur. Ouais, ben je pense que j'en parlerai peut-être tout à l'heure, je suis pas sûr, mais. Oh la folie. Le type, il a fait. À vue de nez comme ça, il a dû faire 70 minutes de film. Enfin bon, c'est. Plus, je continue, je baisse la page. Putain, c'est juste pas possible, quoi. Enfin bref, en tout cas, non, il travaille toujours. Hein. Il y travaille toujours, un peu moins en fait, visiblement. Mais il fait toujours des musiques, voilà quoi, ça continue. Au lieu d'en faire 4 par an, il en fait une par an. Ok. Toi, il a fait Bill and Ted's of l'univers. Ah ouais, c'est lui qui a fait. Ouais, enfin bon, c'est assez bizarre quoi. Mais il fait plus des gros films en fait. De toute façon, il a jamais fait des énormes films. Non, et puis les rares fois où il aurait pu les faire, on en parlait encore hier. Sur Waterworld, il était crédité dans les premières affiches et tout. C'était lui qui devait faire la musique. Et en fait, Costner a changé au dernier moment pour James Newton Howard, quoi. Je ne sais pas pour quelle raison. Ouais. Ben, en général, il peut y avoir un. C'est pas forcément le réalisateur, ça peut être le studio qui est derrière, qui demande. Qui veut des gens bankable parce qu'ils ont pas confiance, quoi, tu vois. Mais bon, il a fait des choses dans le Dahlia Noir avec De Palma, tout ça. Ça va, quoi. Il a quand même fait des trucs vachement sympas. Ouais, donc, Mark Isham pour The Hitcher. Hitcher, bon, pour moi, ça fait partie des. Voilà, les années 80 ont sorti pas mal de bouses, mais ça, c'en est pas une, quoi. Parce que tout est bien dedans. Ouais, moi, du premier au dernier plan, c'est génial. Je prends plus d'autostoppeur depuis. Donc... Mais pareil, les écrans. Putain, un jour, je vais faire des podcasts de merde. Je vais faire très. Ouais, mais. Monsieur le docteur, la police. Enfin bon. Sinon, c'est aussi l'année d'un film qui était totalement dément à l'époque et qui s'est révélé être avec le temps, qui est devenu mais un nanar de qualité. C'est Highlander. Ouais. Mais nanar de qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dialogue pourri, il n'y a pas un plan qui sert à rien, enfin il n'y a pas un plan qui sert à quelque chose, il y a même des plans vus du plafond, pas trop. Oui. C'est surjoué par Christophe Lambert, dont le rire, c'est le... Vas-y. Enfin voilà, et tu sais que sur YouTube, il y a un mec qui a fait un montage qui a des heures. Oui, je l'avais trouvé. C'est un peu une consécration. Enfin, j'aime bien. Ça fait penser au Guignol, quoi, avec la boîte à coucou. Non, c'était la boîte à la boîte à Christophe Lambert. Je crois qu'il y a 10 heures de Christophe Lambert. Il y a des gens qui se sont jetés par leur fenêtre après. J'imagine. On n'y peut rien, quoi. Dans ce film-là, Highlander, bon, il y a quand même un truc qui est bien, principalement deux même. Il y a Queen, à qui on a demandé de faire des morceaux pour illustrer un petit peu. Et puis ils se sont un peu lâchés, ils se sont dit on va en faire plusieurs. Et finalement, putain, c'est bien, quoi. Ouais. C'est vraiment bien, ça envoie. Et ils étaient vraiment déchaînés. De toute façon, dès qu'ils touchaient au cinéma, ils étaient déchaînés. Flash Gordon, c'était... Dès le titre d'ouverture, quoi. Mais ouais, mais carrément, quoi. Tout. Mais même, quand on voit le méchant... T'avais la voix de voix de Sean Connery qui plaçait un peu le film, et après t'avais la musique, là, qui arrivait. Sean Connery, c'était son grand retour. Ouais. Parce qu'en vrai, il devenait un acteur de série B, quoi. Parce que même s'il était dans Outland, que j'adorais, c'est que toi... Et là, il est revenu au premier plan. Il a trouvé une deuxième carrière en faisant le... Ah oui, parce qu'après, après, je crois qu'il a enchaîné sur Les Incorruptibles, tout ça, donc... Ouais, mais il fait toujours le type qui apprend, quoi. Le gars qui sait. C'est le vieux qui sait. Voilà, quoi. C'est Sean Connery. Et puis je suis mieux quand je parle comme ça. Je trouve ça un peu marrant. Elle parle un peu comme Giscard, en fait. Finalement. Et puis, dans Highlander aussi, on a Michael Kamen. Ouais. Qui sont allés chercher, qui a fait quand même aussi des musiques avec le groupe Metallica. Donc, je veux dire, le rock, il connaît. C'est un peu son truc. Je crois qu'il avait travaillé avec Rhythmix aussi, il me semble. Mais il a travaillé avec plein de gens, en vrai. Michael Kamen, beaucoup de gens... c'est vraiment le pont entre la musique de film
le classique même dans la musique de film et le rock parce que de l'époque. J'allais te dire, paradoxalement, on dit qu'il vient du rock, il a travaillé beaucoup là-dedans, mais il avait une culture classique très pointue. Hein, il a étudié le classique, quoi. Donc, mais ça s'entend, il suffit d'écouter Dead Zone, ok, on est vraiment dedans. Sur ce film-là, il y a un passage qui est resté, de toute façon, si tout le reste est nanar, ça reste toujours démentiel, c'est quand Christophe Lambert, lui, ne vieillit pas, que sa femme vieillit et qu'à un moment elle meurt dans ses bras, toute vieille, avec un maquillage bien pourri, toi. Et là, au lieu que ce soit risible, parce que le maquillage, franchement, il est un peu naze, ça te fait chialer parce que t'as Who Wants to Live Forever derrière, un morceau, mais qui est complètement fou. Qui est, c'est vraiment c'est un des meilleurs morceaux, déjà de Queen, et aussi de Michael Kamen, et aussi du cinéma en général, quoi. Parce que il y a tout dedans, il y a de l'envolée lyrique, romantique, il y a de la mélancolie, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a de la puissance, et par Queen, en plus, c'est dément, quoi. Voilà, quoi. Freddie Mercury slash... mais voilà, je trouve qu'il y a ça dedans aussi. Oui. Ah oui, je n'ai rien à dire de plus que... Bon, bah d'accord. Non, j'avais adoré ce film, et comme tu dis, je l'ai revu récemment, et c'est plus trop possible, mais ça reste quand même... c'est plus possible, ça c'est clair. Ça reste quand même un chouette souvenir, quoi. La suite, c'est pire. Ah oui, Et même la suite, soi-disant Director's Cut, que j'ai regardé aussi, la Renegade, la version Renegade, oui, c'est... Director's Cut. Mais... enfin bon, on peut pas critiquer, il y a des gens qui... je note que... Enfin, fun fact, quand j'ai vu Highlander, c'est le jour où j'ai vu le teaser de Cobra. D'accord. Donc une bien belle journée en fait. Et je t'avoue qu'Highlander, quand c'est sorti, c'était quand même ce qui se faisait de mieux. Moi j'étais allé voir Razorback avant. Moi aussi. Du réalisateur. Parce que Razorback, j'avais adoré. Starfix avait fait la couverture sur Razorback aussi. Voilà. Et je m'étais dit, on va voir ce qu'il va faire avec du fric. Ouais. Bah il a fait un super film pour l'époque. Voilà. C'est comme tu dis, pour l'époque. Et c'est vrai que tu dis, il y a pas d'écriture cinématographique. Il plaçait sa caméra, il voulait, pour faire un peu dément et tout, mais ça marchait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... c'est une grosse bande-annonce, en fait, c'est que des money shots. Quand tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, attends, mais mec, apprends à filmer. Mais à part, j'avoue que les enchaînements entre le passé et le présent étaient bien faits. Ouais, c'était bien, surtout qu'il n'y avait pas de numérique et tout, il n'y avait pas de morphine. Par contre, je sais pas pour toi, mais moi j'ai un coffret, je l'ai racheté en Blu-ray aussi. Je suis fou de ce film, même c'est un nanar. Mais j'ai un coffret DVD où en fait t'as 3 versions. Parce que t'as la version européenne, t'as la version européenne, version américaine, version française, enfin et des fois ça tient à rien, quoi, au niveau des cuts. Ouais, il y a une scène avec les nazis. Ouais, voilà. Des trucs comme ça qui changent. Puis il y a aussi une scène à la fin. Je crois que j'ai vu toutes les versions en fait. Mais bon, moi je suis vraiment resté bloqué sur la séquence de la mort de sa copine, quoi, qui est complètement... voilà. À chaque fois ça me fout les glandes quand je regarde. C'est enfin voilà. Alors, Highlander, voilà. Un film important à son époque, qui est devenu un peu risible, mais en fait il faut le voir quand même, parce qu'il faut savoir ce qu'il y avait à cette époque-là. Il reste important, mais il faut savoir que... C'est aussi un cas d'école, quoi. Comment un film important devient un nanar, quoi. Enfin, c'est bizarre, hein. Il y a eu La couleur pourpre. Oui. Alors, pour une fois, c'est pas John Williams. Non. C'est Quincy Jones. Ouais, voilà, c'est Quincy Jones. Je me suis trop fait chier en le voyant. Mais c'est... Enfin, il a composé, mais il y a beaucoup de reprises. C'est une collaboration tout autour de la musique noire, quoi. Il y a le blues, le jazz... Ouais, mais je me suis... moi non, moi j'ai pas retenu la musique, en fait. J'ai beaucoup aimé, puis bon, c'était quand même là... Pour moi, ça a été la révélation de Whoopi Goldberg, hein, donc c'était... moi, c'est la révélation que... Je sais plus où il s'appelle, l'acteur L'Arme Fatale, qui pouvait faire le salopard. Danny Glover. Ouais, Danny Glover, qui est quand même un acteur... Enfin, il est vraiment gentil, t'as envie de l'avoir comme pote et tout, et là, d'un coup, tu le vois, c'est vraiment un salopard. Et je me suis dit, mais quel grand comédien, quoi. Et t'avais un jeune... Whoopi Goldberg, bon, elle est bien dedans, mais elle a fait ça qu'une fois, en fait, quoi. Ah oui, parce qu'après, elle a jamais plus refait de film sérieux. Après, elle a fait que des pitreries, oui. Quoi, Ouais, mais à la base, c'était une comique. Elle venait du stand-up, c'est comme ça que Spielberg l'avait remarqué. Ouais, c'est comme quand Coluche a fait Joe Pantin. Voilà. Quoi. Mais seulement, je pense que c'est un peu du gâchis, quoi, parce qu'ils pourront en refaire d'autres comme ça, ils ont du talent.
En général, les gens les plus drôles font les meilleurs rôles graves en vrai, quoi. Oui, parce que pour être drôle, il faut toujours avoir... Je pense que t'as une grande souffrance en toi pour... Je pense que ouais, et c'est un peu par contre le contraire ça marche pas, tu vois. Par exemple Christian Clavier il est sinistre et je pense qu'il est toujours sinistre. Link de Jerry Goldsmith, un film avec des singes. Ouais. Tiens donc. Super musique de Goldsmith, je trouve, dessus. Super musique de Goldsmith, je suis tout à fait d'accord. En fait c'est un huis clos, ça se passe dans une maison. Ouais, avec la petite mignonne Elisabeth Chou. Ah ouais, la scène dans la salle de bain. Ouais, avec le stage qui la mate. Mais ça fait... T'es mal à l'aise quand tu vois ça. Ouais. Et Goldsmith derrière, il avait bien compris. C'était fort, hein, c'est un truc qu'on verrait pas aujourd'hui, je crois. On pourrait pas voir ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est vachement bien, quoi. Sinon, il y avait déjà Carter Burwell à la même époque qui avait repris derrière Goldsmith et derrière Herman pour faire Psychose 3. Carter Burwell, j'aime bien. Moi aussi. C'est vraiment un musicien qui a du talent, il a jamais percé autant que les autres. Il n'est pas dans la catégorie A, on va dire, mais putain, il est bon, quoi. Il a fait des trucs. Il a démarré avec les frères Cohen et dès leur premier film 100%, alors qu'il a qu'un piano, je crois, et il a très peu de matériel, quoi. Et... Je sais même plus. Et j'ai adoré. C'est excellent, quoi. C'était Complot, là, le film. Oui, Complot. Elle est excellente, cette VO. Dedans, il ouais. dedans, quoi. Enfin bref, en plus, oui, il a fait des. Je crois c'est lui qui a fait aussi un des trucs avec les vampires, tu sais, pour les Twilight. Ouais. Il a fait le 1, je crois qu'il a fait le dernier aussi. Et il avait fait un film pas terrible, mais la musique était très bien, avec ta copine Jessica Lange et Liam Neeson, Rob Roy. Oui, je me souviens. Mais sur Tour 2, je crois qu'il s'est fait virer. Il était remplacé au dernier moment. Et il y a eu un peu un désaccord. De toute façon, je crois que la réalisatrice s'est fait virer aussi. Il y avait Absolute Beginners, David Bowie, tout ça. Voilà. Gil Evans, Shadé, qui était... Patsy Kensit. Ah non, moi je te parle des musiciens. Ouais, mais elle était chanteuse, elle aussi. Hein. Ah oui. Eight Wonder, non? C'était pas Eight Wonder, le groupe? Ah peut-être, je sais pas. Ah si, exact. C'est écrit sur la pochette. Et donc il y avait Shadé aussi. Tu te rappelles Shadé dans les années 80? J'adore Shadé. Très belle femme. C'était incroyable, quoi. C'était voilà, tu mettais ça une soirée, tu sortais les cocktails, quoi. Mais en même temps, là on est en plein dans le symptôme, c'est-à-dire on est dans une musique de film, c'est un peu une comédie musicale en même temps, mais c'est que des morceaux, quoi. C'est fait un peu de bric-à-brac, de briquet de brac, ou de broquet de briques, ou de braquet, je ne sais pas. Et en fait, c'est plein de trucs différents qui viennent s'accumuler pour un film. C'est pas un musicien, un compositeur qui fait tout. Ouais, mais c'est... C'est ce qu'on retrouve après plus tard dans comment ça s'appelle, Roméo et Juliette, tout ça, quoi, tu vois. Et pour Absolute Beginners, c'est pas étonnant puisque c'est réalisé par Julian Temple, et Julian Temple, il avait vu que des clips vidéo à l'époque. Tout à fait. Mais c'était l'époque des clips vidéo, hein. C'était la mode. C'était l'époque des on parlait de Razorback et Highlander, Russell Mulcahy venait de la vidéo aussi. C'était l'époque où justement on allait chercher les types des clips vidéo pour en faire des réalisateurs. Ouais, parce que ça offrait des nouvelles images. Ouais. Des nouvelles compositions et tout, et ça offrait des choses qu'il n'y avait pas à cette époque-là. Et que ce soit bien ou pas, ça a quand même vachement changé les choses. Et c'est à cette époque, ça se trouve, il y a eu aussi peut-être aussi un changement dans les pellicules. C'est qu'ils prenaient différemment les couleurs, voilà, quoi. Et parce qu'il y a quand même pas mal de couchers de soleil. Ouais. Et avant, c'était un peu craignos à filmer, quoi. Tu shootais un coucher de soleil, c'était jamais très beau. Et là, d'un coup, il y a eu une évolution, tu vois. Tiens, on parle de clip. Et de coucher de soleil. Top Gun. Voilà, j'allais te le dire. Top Gun avec Tom Cruise. Moi, je prends ma moto que quand il y a un coucher de soleil. Ouais, pareil. Non, j'ai pas de moto en plus. Mais je t'ai jamais vu, quoi. On n'a pas du même côté du coucher de soleil, quoi. Ou alors on s'est croisés trop vite, je ne sais pas. Ouais, Top Gun, le film est vraiment crétin. Mais mine de rien, c'est pareil. C'était une façon de filmer les porte-avions. C'était une façon de commencer une sorte de montage. Qui n'était pas vraiment n'importe comment, en fait, quoi. C'était des réflexes oculaires, en fait, que t'avais. Tu regardais, t'avais 3 secondes pour voir un plan, pour comprendre, s'enchaîner sur autre chose avec de la fumée. Mais moi je dois t'avouer que dès que c'était les combats aériens ou quoi, j'étais perdu. Je savais plus qui était qui. Ouais, ils avaient essayé de nous aider en mettant les noms des personnages sur les casques, mais c'était... ça marchait pas, quoi. Ah non, pour moi ça a marché, c'est que j'en avais rien à péter. Quoi. Moi ce que j'adorais c'est les décollages, je trouvais ça trop génial. C'était hyper bien filmé tout le temps, quoi. Et Tony Scott, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il avait fait son Predator avant. Ouais.
Et là, il a fait Predator sur un porte-avions, quoi. Et là, par contre, il a eu les moyens de faire ce qu'il voulait. Enfin, il a eu beaucoup d'argent, ça se voit, quoi. Enfin, franchement, tu mets pas des caméras sous des jets comme ça, quoi. Et il s'est lâché, et je pense que c'était un super laboratoire pour lui. Après, pour le spectateur, c'était autre chose. Et surtout pour les oreilles. Berlin. Avec Take My Breath Away. J'ai vu Berlin, un concert en première partie, je crois que c'était de Frankie Goes to Hollywood. Il me semble, je suis allé vers ça, à Bercy. Ouais. C'était naze, Berlin. C'était naze. Ouais. Et juste quand elle a pris son Take My Breath Away, ça durait 3 minutes, et la pauvre chanteuse, elle était perdue dans le public avec son micro loin, tu vois. Elle devait faire 1m20, tout pété, et puis, en tout cas, elle était loin. Hein. Si elle était petite, c'est qu'elle était loin, peut-être. Ça, c'est moche. Voilà, j'ai vérifié un truc parce que il me semblait que c'était ça et j'étais pas sûr, je voulais pas dire une connerie. Mais Take My Breath Away a été composé par Giorgio Moroder. Ah, ça m'étonne pas. Non, ça m'étonne carrément pas. Parce que tu pouvais quasiment mettre la musique, peut-être pas la voix, mais dans Scarface, ça passait pareil. Hein. Donc voilà, on a Pretty in Pink. Donc je ne me rappelle pas la musique, mais ça va être des grosses compilations aussi. Ouais, c'est des chansons, mais il y a des bons morceaux. Il y a OMD, il y a Suzanne Vega, je crois. Enfin, il y a... De toute façon, les productions. Il a mis Luca. Ouais. Les productions de John Hughes il avait un goût musical assez pointu, donc c'était pas des compositions de merde pour faire vendre comme les autres productions, quoi. Lui, tu découvrais moi j'ai découvert des artistes et des groupes à travers. Le professeur a dit un gros mot. Simple Minds, hein. Oui, déjà Simple Minds, oui, bien sûr. Et pourtant on l'entend pas beaucoup le morceau. Et ouais. Et on l'entend. Qu'est-ce que c'était bien, c'était bien. En plus c'était un très bon film, c'était vraiment chouette. C'est clair. On a Leonard Rosenman qui s'est tapé un Star Trek 4. Le plus mauvais. Pas honteux, j'aime bien. J'allais te dire c'est le plus mauvais. Non, c'est pas mauvais, ça. Il a pas d'argent. Donc ils les ont mis en 1986 à San Francisco, mais ça tient, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas pire que le prochain, que celui d'après. Moi, à chaque fois qu'on m'en parle, je dis ouais, ça s'appelle Star Trek 4, Sauver les baleines. Ouais, de toute façon, c'est ça, hein, c'est les baleines. Mais ceci dit, le message écolo était vraiment en avance sur son temps, je trouve. Ouais, mais bon, c'était... l'humour était un peu... T'en as rien à foutre, toi, des animaux, toi. Non. Bah, c'est toi... Toi, tu préfères quand ils parlent dans des dessins animés plutôt que sauver les vraies baleines avec le Capitaine Kirk. Voilà, c'est ça. La baleine, elle dit pas « sauve-moi, sauve-moi ». J'ai jamais vu une baleine parler dans un dessin animé, ceci dit. Oh, ça va arriver, un de ces 4. Baleine de movie, je sais pas. Non, dans Nemo, elle parle pas. Elle fait ouh. Bah ouais, non, mais elles parlent jamais, les baleines, en fait. Ils font parler les requins, ils font parler les poissons rouges, ils font parler... Ouais, les baleines parlent pas. C'est vrai, c'est quoi cette discrimination? Je pense qu'il faut leur donner la parole. Il y a une discrimination totale, ouais, t'as raison. Mais c'est clair. Elles ont des choses à dire. Ouais, en plus... Elles sont en train de filtrer la mer, et puis en fait, elles travaillent pour nous. Et... Tout le monde dit que c'est l'un des animaux les plus intelligents, quoi. Et voilà, et on les laisse pas parler. Ouais, enfin, quand ça s'échoue comme des grosses buses sur les plages, tout le monde... Les pauvres. Ça fait mal au cœur, et tu te dis, ils sont en business là-dessus, putain. Enfin bon. La même année, justement, il y avait eu Iron Eagle, qui est un film complètement naze que j'ai vu au cinéma. J'avoue, j'ai jamais vu. Beaucoup au cinéma, voir des merdes. Et Iron Eagle, c'est complètement pourri. C'est un gamin qui vole un jet à l'armée pour aller libérer son père, qui est prisonnier au Moyen-Orient, je sais pas quoi. Sauf que la musique, elle est de Basil Polidoris, et dedans, il y a, vu que le gamin, quand il est en avion, il s'emmerde vraiment, tu vois, le temps de traverser l'Atlantique et tout, et ben, il met son Walkman, et dedans, il a la cassette avec Queen. Donc voilà, t'as un morceau de Queen dedans qui tourne en boucle. Ouais, je sais, One Vision, parce que j'avais acheté l'album Vision, où il y avait les musiques de Highlander dedans, il y a ce morceau. Voilà, c'est sur l'album Kind of Magic. Voilà. Et le morceau, il est d'enfer aussi. Ah oui, j'adore Queen, ils étaient surdéchaînés, quoi, c'était dingue, quoi, vraiment dingue. Mais le film, ça reste quand même une belle bouse. C'est vraiment une belle bouse. Et il n'y a pas d'intérêt. Et ils en ont fait des suites. Hein. Sinon, on a Gabriel Yared, un Français qui avait fait la musique de 37.2. Gabriel Yared, en fait, il faisait des musiques pour les émissions de télé avant. Et après, il s'est mis à faire des films. Il faisait pas mal de génériques des trucs super gentils au synthé. Et puis je crois qu'à la fin, je sais plus, je crois qu'il a eu un Oscar un jour. Ouais, Le Patient anglais, peut-être, non? À cette époque-là, on avait un John Hughes qui nous a fait aussi un autre film avec La folle journée de Ferris Bueller. Putain, ce film est excellent.
C'est un des premiers films avec une scène post-générique. Ouais, je reviens sur Yared, t'avais raison, 97, Oscar de la musique pour le patient anglais. Excuse-moi, je t'ai pas bien entendu. J'avais... Bah, là, tu vas pas me le faire répéter. Bon... Oh, c'est le plaisir que tu me prives aussi. Ah putain. C'est déjà assez dur pour moi de le dire une fois. Ouais, je sais. Ouais, mais moi, de mon côté, c'est bon. Tu te repasseras ce passage, tu le mettras en boucle. D'accord. Bah, je vais le repasser maintenant. Ouais, à la fois une journée de Ferris Bueller. Mais j'adore ce film. Le premier film que j'ai vu avec une séquence post-générique, c'est démentiel. Quoi. Ouais. Je reste, de toute façon, je reste jusqu'au bout du générique en général au cinéma, tu vois. Et là, c'était cool quand tu voulais sortir de sa douche. Voilà, quoi. Enfin, c'était... Moi aussi. C'est super bien. Moi aussi, je l'avais vu au cinéma. Je trouve que le film est bien, quoi. Ouais. Il y a une vraie ambiance rock'n'roll. Mais tu vois, je l'ai revu récemment. Enfin, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, mais je l'ai revu récemment. Et j'ai réalisé qu'en fait, Ferris Bueller, c'est un gamin détestable. T'as envie de le claquer, en fait. Oui, et tout comme le film est très triste, en fait. Ouais. Il se sert de tout le monde. C'est ses amis à côté qui sont plus intéressants. Lui, vraiment... Ouais, mais il les fait avancer aussi. Oui, il les fait avancer, mais... Mais le film est super triste, en vrai, quand tu regardes bien. Quoi. Le dialogue de la fin... Tous vers un truc pas bien, leur avenir est pas bien à tous, quoi. Ça serait intéressant de faire une suite de Ferris Bueller avec lui, maintenant. Ouais, surtout que le petit Mathieu Broderick, il fait pas grand-chose, donc... Bah ouais, mais je pense que ça serait le moment, quoi, tu vois. Mais un vrai film intéressant et sérieux, tu vois. Ouais, mais Johnny Hawks n'était plus de là... Un truc où il s'excuse d'avoir tourné dans Godzilla. Oh non, moi j'aime bien ce Godzilla. Ouais, d'accord. Ok. Et pourtant, il y a de la pluie, ça devrait te plaire. Non, la pluie, en tant qu'élément cinématographique, ce que j'aime bien, c'est que c'est... Déjà, c'est un son. Après, c'est un... Ça te fait diffuser la lumière. Tu vois, ça, je trouve ça vraiment bien. Ça fait scintiller l'image. Et en fait, quand t'as la pluie dans un film... Tu sais, la pluie, tu bouges pas de la même manière quand il pleut. Enfin, tout est différent, quoi. Et j'aime bien quand il y a ça. C'est où quand il neige dans les films, je trouve ça classe aussi, quoi. Il y a un... Tu sais que ça fait moins un film tourné en Californie, quoi. Voilà, quoi. Dans la vraie vie de tous les jours, il peut pleuvoir. C'est des choses qui arrivent, hein, tu vois. Et voilà. C'est pour ça que j'aime bien cet élément dans les films. Je trouve que ça le fait, ça envoie toujours. Manhunter, le sixième sens de Michael Mann. Oui, ne pas confondre avec celui de Shyamalan. Ouais, c'est vachement mieux celui de Michael Mann, sans déconner, quoi. Et je suis intolérant, ça me tue. Donc, moi j'ai aimé ce film, je suis allé le voir au cinéma aussi dès qu'il est sorti. Moi pareil. Avec le docteur Lector. Lector, oui. Lector, ouais, c'est assez bizarre, j'ai pas trop compris pourquoi. Ce que j'ai appris, c'est que ce film s'appelle comme ça parce que Dino De Laurentiis, producteur, ne voulait pas que ça fasse penser Dragon Rouge. Ouais, un film de Kung Fu. Un film de Kung Fu, ouais. quoi. Enfin, lui, c'est tout ou rien. Hein, en fait. Bon, donc une super musique avec une super BO, en fait, avec un mélange de musique atmosphérique et dessus, en bonus, à la fin, on a Inagada Davida, d'ailleurs Butterfly, en version raccourcie. Qui est complètement incroyable, qui est une musique de fou en fait, et qui vient illustrer le climax du film. Enfin voilà quoi. Et Michael Mann, lui, était dans ses... En fait, il a jamais bougé. Toutes ses musiques sont faites de la même manière. Bah, c'est des musiques planantes. C'était la première fois qu'il faisait un peu ça, parce qu'avant, il avait beaucoup bossé avec Tangerine Dream. Donc, bah, c'était la même chose. Hein. Oui, mais t'avais qu'un ou un groupe qui composait. Là, ouais, mais t'avais un son, t'avais une tonalité. En fait, travailler sur une tonalité. Oui. Mais je veux dire, pour la première fois, là, il prenait des gens disparates et il en faisait quelque chose. Il arrivait à avoir une homogénéité avec plein de gens, quoi. Tout à fait. Et ça se tient pas mal. Et là, justement, c'est dans ce côté musique de film compilation, je trouve que c'est... Tu vois, il y a du bas, hein, genre Top Gun, voilà... ou Cobra, c'est vraiment de la dope, quoi. Et t'as ça, quoi. Là, le type fait une sorte de compilation, mais qui se tient. Voilà, bah, tu vois, moi, j'appellerais pas ça une compilation. Je suis d'accord pour le terme, pour Top Gun, c'est une compilation. Manhunter, pour moi, c'est une vraie BO de film. C'est pas une compilation. Même si ce sont des morceaux qui ont été composés pour autre chose et pas pour ce film, il utilise comme de la musique de film, quoi. Les morceaux, les chansons sont mises de façon pertinente à certains moments et...
C'est pas une compilation. Alors en fait, à cette époque-là, je sais pas si t'écoutes ou si t'écoutais, à cette époque-là, il y avait un label anglais qui s'appelait 4AD, qui faisait ce qu'on appelle des super groupes en fait. Ils prenaient tous les musiciens de leur label, ils faisaient des reprises de chansons des années 70 à leur sauce. Genre, t'avais Cocteau Twins, t'avais tout ça, Dead Can Dance, et ça s'appelait This Mortal Coil. Ah oui. 3 albums. Oui. Et c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de compilation de morceaux rejoués, remis en perspective. Voilà, on entend un de ces morceaux-là dans Lost Highway. C'est ce que j'allais te dire. Lynch l'avait utilisé. Non, c'est Sirène, Sirène, non Song of the Siren. En fait, c'est un morceau de, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus le nom. Enfin, putain. Si t'as jamais écouté This Mortal Coil, je peux te les filer. Hein. C'est vraiment, c'est le haut du panier musical des années 80. Ouais, je veux bien. J'ai écouté quelques morceaux comme ça. Quand tu dis comme chez Lynch, on en entend un peu. Donc à chaque fois, Mais en vrai, tu vois, c'est comme Manhunter, quoi. T'écoutes pas un morceau. Faut écouter tout l'album entier. Le premier, c'est un album. Le deuxième, c'est un double. Le troisième, c'est aussi un double. Et faut tout écouter, quoi. T'as une montée, en fait, ça te raconte un truc. Je sais que sur Manhunter, t'as un groupe qui s'appelle, je vais mal le prononcer, sûrement Sherbach ou un truc comme ça, ouais. Et que j'avais été chercher après, et je trouvais ça intéressant, quoi. C'était pareil. Ouais, c'est vraiment de la bonne musique. Il y a pas mal de films qui ont repris des morceaux de ces albums-là. Et pour moi, c'était aussi une transition entre la musique de film et le rock, tu vois. Il y a eu The Cure aussi, c'était assez... ça donnait des images, tu vois, ou même Joy Division, ça faisait aussi des... Enfin, je trouve qu'il y a une bonne transition, et This Mortal Coil, c'était assez parfait, et j'ai compris pourquoi Lynch, il était complètement dingue d'Elizabeth Fraser, quoi. Enfin, voilà, c'est tout à fait normal. On va continuer, Stand By Me, qui est sorti à l'époque, qui était aussi un album de compilation. En fait, la musique était illustrative, sauf que Stand By Me, la musique, le morceau, qui était un vieux morceau à la base, c'est devenu le morceau du film. C'est ça qui est incroyable, quoi. Le film se l'est approprié, et... c'est devenu... on peut pas le dissocier, quoi. Non. Il y a une réorchestration dans le film. Ouais, je crois que c'était Jack Nitzsche, non Jack Nitzsche, toujours. Oui, je crois que c'est lui. Donc Jack Nitzsche, hein, quand on est bien d'accord, qui a fait Starman, qui bossait avec Neil Young, donc lui connaît bien les guitares. À la même époque, on avait Aliens de James Horner. Alors, tu vas nous parler un peu d'Aliens ? Ah non, c'est pas celui que j'ai choisi, mais je peux t'en parler. Là, t'as des choses à dire dessus ? Oui, je peux en parler dessus. Pour moi, c'était le prolongement de ce qu'il avait fait sur Brainstorm. Donc, il continuait à explorer cette veine-là. On parlait dans Brainstorm de la scène de la crise cardiaque avec les coups métalliques et tout. Aliens, c'est martial, quoi. T'as des... peut-être un peu trop, je trouve. Ah ouais, mais moi j'adore ça, moi. Tout ce qui est... dès que ça dépote comme ça, c'est génial, quoi. Mais ça dépote tout le temps, quasiment. Hein. Soit on est dans la musique de suspense, soit ça dépote, mais méchant, quoi. Ouais. Et, moi j'adore cette musique, hein, je t'avoue. Je trouve que les morceaux se ressemblent quand même, quoi. Enfin, ah oui, mais... et t'as même... tu sens qu'il a fait ça vite, quoi. T'as même presque une reprise du morceau de Williams quand l'étoile noire explose dans Star Wars, quand justement... t'as vu, la bombe atomique explose. Voilà, c'est... Non, l'intro, c'était fabuleux. Le début, même dans le film, quoi, la musique. Mais là aussi, c'est une reprise d'un classique, non, l'intro. T'as un motif qui avait déjà été utilisé dans... Dès le moment où il rentre dans le vaisseau, puis t'as cet effet sonore avec le laser. Ah oui, ouais. Excellent, ça. Ouais. Moi, c'est le premier film en THX que j'ai vu. Hein. Je peux dire que dans la salle, quand le laser passait devant toi, il n'y avait pas de limite au volume. Hein. C'était tellement dingue, quoi. Et je m'étais dit, ok, ça le fait. Voilà, Goldsmith, il n'a pas à rougir. C'était vraiment, vraiment bien, quoi. La musique, elle envoie jusqu'au bout. Elle est tendue comme un slip, quoi. C'est vraiment incroyable. Ce qui nous emmène tendu comme un slip, à Blue Velvet. Blue Velvet. Ton pote Angelo. Badalamenti. Oui, bon, la transition tendue comme un slip, Blue Velvet, ouais, pourquoi pas, mais... je fais ce que je peux. Si on aime bien se cacher dans les placards pour espionner Isabella Rossellini. Faut aimer les placards. Blue Velvet, en fait, c'est fabuleux parce que c'est là qu'ils se sont rencontrés. C'est leur première collaboration. Parce que Lynch n'avait pas eu le droit d'avoir Song of the Siren.
de This Mortal Coil. C'est vrai. Alors il a demandé à Badalamenti de faire un morceau du même genre. Et ouais, c'est pour ça que ça se ressemble un petit peu au niveau ambiance. Là, tu parles de Mystery of Love? Ouais. D'accord, non, je savais pas. Parce que Lynch, il n'a pas eu les droits pour avoir ce morceau. Et il les a eu plus tard pour Lost Highway. Mais ce qui est intéressant, c'est que de tout l'album, en fait, la musique de Blue Velvet, elle est, pour moi, elle est très hermanienne, quoi. Il y a des accents Bernard Herrmann, c'est un peu jazzy blues et tout. Et ce morceau, Mystery of Love, c'est vraiment il se démarque des autres et il annonce que va être Twin Peaks. Tu vois le début d'une collaboration, d'une vraie collaboration, quoi, qui va y avoir toute une vie, quoi. Et puis c'était chanté par Julie Cruz, quoi, qui allait les retrouver, donc. Mais c'est clair, quel bonheur. Ouais. Quel bonheur. Et donc dans Blue Velvet, on a aussi pas mal de morceaux de musique des années 50. Ouais. Dans le fameux Blue Velvet de Bobby Vinton. Magnifique chanson. Quoi. Et la bande originale, on a. Comment il s'appelle Roy Orbison. Voilà. Ouais, excellent lui aussi. Dans la séquence complètement culte. Ouais, carrément. Et c'est incroyable. En fait, il s'est emparé de cette musique, il l'a fait sienne, quoi. Ouais, mais tu regardes cette scène, c'est presque what the fuck, quoi. Elle sert à rien, c'est totalement dément. Et non, je suis pas d'accord. C'est ce qui ça se propulse dans un cinéma fantastique. C'est la scène où tout devient fantastique. Avant, c'est un film policier, c'est un polar, on va dire. Et là, d'un coup, avec cette scène, tu perds pied, t'es chez des fous. Et t'as, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, Dean Stockwell. Ouais, Dean Stockwell. Qui chante avec son micro, en fait, il chante avec sa lampe. Sa lampe, oui. Il s'éclaire le visage par en dessous. Et là, je pense que c'est le moment où, dans le film, on passe dans l'irréel complet. C'est intéressant. Arriver, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que bon, le film est sorti en 86, mais en France, on l'a eu en 87. Et il avait remporté le prix du Festival Fantastique d'Avoriaz à l'époque. Tout à fait. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, l'ambiance est fantastique complètement. Et franchement, on attend plus qu'un nain qui danse à l'envers à côté, quoi, habillé en rouge, tu vois. Oui, c'est vrai. Et ça aurait pas dépareillé, et on est en plein dedans. Voilà, moi, quand j'ai vu ce film-là, je m'y attendais pas. Je me suis dit, je vais aller voir le Lynch. Après Dune, prout, j'y suis allé, j'ai pris une fessée, une vraie fessée. Ah, mais moi, j'étais terrifié tout le film. Quel bonheur, tout était bien dedans. Dès le générique, hein, et pourtant c'est pas grand chose, mais ce rideau de velours bleu, donc d'où le titre. Et la musique. Et la musique de Badalamenti, quoi, ce thème et tout. Je me suis dit, ok, c'est bon, quoi, ça va le faire. Moi j'écoutais, justement, quand j'écoutais le morceau de Julie Cruz, ça m'avait fait penser à l'époque à This Mortal Coil, et j'étais essayé d'apprendre que Lynch avait essayé d'avoir les droits, quoi. Enfin voilà, en tout cas, c'est le début d'une super collaboration qui a duré tout le temps. Ouais. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que des fois, il y a eu du pire, quoi. Je veux dire, mais bon, il y a surtout du meilleur. Parce que voilà, on est là pour positiver. Platoon, qui nous a sorti un adagio de je sais plus qui. Tout est basé là-dessus, en fait. La musique est de Georges Delerue, mais voilà, tu t'en souviens un petit peu, toi, de la musique ? Non, pas vraiment. Je sais qu'elle est ressortie intégralement il y a quelques temps, mais je l'ai pas écoutée. Comme tout... C'est un film où les gens meurent au ralenti, voilà. Avec des murs de flammes derrière eux. Comme tout le monde, je me souviens de l'adagio, donc... D'accord. Sinon, après, on a eu, et je me souviens de cette vision du film, The Fly, la mouche, de Cronenberg, avec une musique de Howard Shore, mais ça, je pense qu'on va rentrer plus dans le détail après. On avait le début des musiques de films hyper fonctionnels, genre Youngblood, c'était vraiment fonctionnel. On avait The Wraith, c'était un truc avec une voiture qui écrasait des gens, qu'un film, en fait, c'est un film qui est toujours en téléchargement quelque part. C'est assez rigolo. C'est un vrai film d'action années 80, et la musique, c'est plein de groupes de rock, et tout ça, c'est symptomatique. Hein. Je connais pas du tout ce film, tu m'intrigues, là. Non, mais il y a eu une édition DVD Blu-ray qui est sortie il y a quelques temps aux États-Unis, parce qu'avant, c'est un VHS RIP, vous pouvez avoir. Et en fait, il y a moyen de l'avoir en bien. Mais c'est pas forcément légal, mais tu peux avoir un cousin aux États-Unis qui t'envoie. Voilà. Et puis, il y a Autour de minuit aussi qui est sorti à cette époque-là. Un film de Tavernier, voilà. Donc, professeur, parmi toutes ces belles musiques, et parmi cette quarantaine de minutes qu'on a passé faire une année. Waouh! On n'y arrive pas. Je crois que c'était... En fait, on a beau dire il faut resserrer, on resserre pas.
Qu'as-tu donc eu comme préférence dans ces musiques de ces années? Alors, parmi tout ce que tu as cité, moi j'en avais 2 de plus que t'as pas... J'en ai peut-être oublié, vas-y. Non, pas oublié, après c'est les sensibilités de chacun. Moi j'ai mis Peggy Sue s'est mariée de Coppola, par John Barry. Hein. Je m'étais trompé d'année. C'est vrai. Je l'ai mis plus loin en fait. Et j'ai mis, je comprends que t'aimes pas, c'est un dessin animé avec des animaux qui chantent. J'ai mis Fievel et le Nouveau Monde de James Horner. D'accord. Parce que, déjà, c'est réalisé par Don Bluth, qui après être parti de chez Disney, avait déjà fait Brisby, quelques années avant. Et pourtant, c'est des souris qui parlent et c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre avec une musique de Jerry Goldsmith. Et c'était le moment où Don Bluth faisait de l'ombre à Disney. Disney qui était mal à ce moment-là. Et Fievel a été produit par Spielberg et Amblin, donc... Et c'est excellent. Et James Horner, là aussi, il a fait après beaucoup de dessins animés, mais c'est vraiment son travail le plus, je dirais, séminal, quoi, qui est là-dessus. Ouais. C'est excellent de bout en bout. Mais bon. Mais c'est pas celui que j'ai choisi. Ah bon, mais lequel as-tu choisi, professeur? J'ai choisi La Mouche de Howard Shore. La Mouche, professeur? Oui, quelle surprise. Est-ce qu'elle parle? Donc, tu es drosophile. Ça s'appelle comme ça? Ouais. D'accord. Non, je suis pas particulièrement porté sur les mouches. C'est un film que j'attendais pas vraiment. Enfin, j'étais intéressé par le sujet. J'avais déjà vu quelques films de Cronenberg. J'étais à fond dans le film fantastique, horreur et tout. Je connaissais le film original. Je l'avais vu. Donc, on en parlait une fois. Je crois que j'avais vu à la dernière séance. Ouais, moi aussi. Donc, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça allait être. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un film fantastique, c'est une histoire d'amour tragique. C'est presque théâtral parce que t'as 3 personnages principaux et après deux trois acteurs de second rôle, mais qui font que passer, quoi. Ça se passe pratiquement que dans l'appartement du personnage Jeff Goldblum. C'est une petite production, en fait. Ouais. Et après t'as des effets spéciaux délirants, mais c'est vraiment un film qui s'intéresse et qui s'attache et qui s'attarde sur les personnages et leurs émotions et tout. Jeff Goldblum est fabuleux. Oui. Il a vraiment révélé, quoi. Ouais, carrément. Avant, tout le monde, on l'aimait bien. Il avait fait des séries télé, des choses comme ça, toi. J'adorais Timide et son complexe, quoi. Ouais, pareil. C'était rigolo. Ouais. En plus, le doublage était cool. Mais là, quand dans La Mouche, il a explosé, quoi. C'est incroyable, son travail. Et l'intérêt là-dessus, Howard Shore, donc on le connaissait par rapport à sa collaboration avec Cronenberg, justement, mais c'était quelqu'un de... Moi, je dirais que pour moi, à l'époque, c'était un compositeur expérimental et très difficile d'accès, quoi, musicalement. Il y avait un côté bricolage. Voilà. Ouais. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il allait faire. Il a pas pris le parti pris esthétique qu'avait pris Cronenberg, c'est-à-dire que Cronenberg était très épuré dans sa réalisation et là, Howard Shore, il s'est déchaîné, quoi. Il a fait une musique orchestrale, mais d'une puissance et d'une dramatique exceptionnelle, quoi. C'est dès l'ouverture, en fait. Et j'ai réécouté récemment l'album, il a pas pris une ride. Tu prends ça en plein dans la face. Et c'est. Dès l'ouverture, il est dans la cour des grands, direct. Voilà. Il est passé de Vidéodrome à ça, quand même, quoi. Tu vois. Et c'est pas étonnant. Quand je réécoute ça, à l'époque où Peter Jackson avait lancé Le Seigneur des Anneaux et tout le monde attendait de savoir qui allait composer la musique. Quand il a choisi Howard Shore, beaucoup sont tombés des nues. Mais quand on écoute La Mouche, on comprend pourquoi. Quand on écoute le Silence des Agneaux, on sait qu'il est capable. Oui. Mais il avait fait The Fall aussi, qui était non, pas The Fall. Comment c'était ce film avec le type la fille qui rentre dans les rêves? The Cell. The Cell. Je pense que c'est le même réalisateur. Et dans The Cell, la musique était incroyable. Ouais. Après, moi, je me disais, est-ce qu'il va réussir à faire de l'action épique? Et puis en vrai, tranquille, les doigts dans le pifou. Alors ce que j'ai appris récemment, je l'ai lu, je crois, la semaine dernière ou quoi, parce que je travaille les podcasts, alors je me renseigne des fois. Mais d'étudier, c'est bien. Alors j'ai appris que c'est vrai qu'on était encore donc on est dans les années 80, il y avait cette tendance dans les années 80 de finir un film sur une chanson pour le générique de fin. Et figure-toi que pour La Mouche, les producteurs voulaient pareil. Donc le producteur c'était Zombie la mouche de le producteur c'était Mel Brooks et donc tout autour, quoi. Je crois que c'était la 20th Century Fox aussi qui distribuait. Et donc ils ont
appelé, alors si je me trompe pas, ils ont appelé Brian Ferry, donc du groupe Roxy Music, qui a composé une chanson qu'on entend brièvement dans la scène du bar, mais Cronenberg il disait non mais attendez, ça peut pas marcher. Alors les producteurs n'en démordaient pas, donc Cronenberg qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté la scène finale et le générique, et sur le générique il a mis la chanson. Il a projeté ça. Et les producteurs ont compris que ça marchait pas du tout, quoi. Mais non, ça peut pas marcher. Ben voilà. On quitte la salle. Voilà. On est mal quand on quitte la salle. Ah ben carrément, on est mal, quoi. Et les producteurs veulent faire des choses formatées, quoi. Il y a ça qui marche, il faut faire ça. Mais non, attendez les gars, c'est un film tragique, on va pas mettre de la chanson, quoi. Même quand c'est hors sujet, c'est pas grave, quoi. J'ai revu une série qui s'appelait Petit Déjeuner compris. C'était un truc des années 80 en France. Je connais pas du tout. Avec Pierre Mondy et puis... je sais plus comment il s'appelle, bref. Et dedans, t'avais Brian Ferry qui arrivait dans l'hôtel avec son groupe. Et pendant 6 épisodes, t'as Brian Ferry qui est dans l'hôtel, qui est sous le nom de Brian Ferry, qui est là pour répéter, il est avec ses potes en train de fumer, c'est cool. Beaucoup boire, prendre des trucs pas très... assez stupéfiants, on pourrait le dire. Et puis, t'as Marie-Christine Barrault qui a un peu le béguin pour lui et tout. Un truc français, quoi. C'est-à-dire que Brian Ferry, il était quand même... Moi, à cette époque-là, je m'en doutais pas trop, quoi. Mais en fait, il était super, super, super connu, quoi. Ah oui. Et à la fin, ça se finit dans un concert de Roxy Music, quoi. Enfin, c'est ouf, quoi. Et moi, je connais Brian Ferry parce qu'il a bossé beaucoup avec Brian Eno. Et Brian Eno, je suis ultra fan, quoi. De toute façon, David Bowie disait toujours que son groupe préféré, c'était Roxy Music, quoi. Donc, ouais, c'est toute une atmosphère. C'est un peu le glam rock et tout. Enfin, c'est bien. Donc la mouche, t'as d'autres choses à ajouter sur la mouche? Non, parce que Howard Shore, il est vraiment devenu voilà, c'était l'égal quasiment de Jerry Goldsmith et tout, en indice. Voilà, c'est ça qui est dément, quoi, parce qu'on part d'un petit compositeur qu'on connaissait avec Vidéodrome, puis les premiers 2 ou 3 premiers Cronenberg, quoi. Scanner, voilà. Moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc je pense qu'à l'époque, je me disais ça va être une musique d'un film d'horreur classique, quoi, avec voilà. De série B. Et le film commence, le thème commence, on est déjà dedans, quoi. Et il y a pas beaucoup de musique dans le film. Déjà, bon, l'album de Varese est assez court, mais je crois qu'il y en a pas beaucoup plus dans le film. Et c'est toujours pareil dans ce souci d'épuration de Cronenberg, quoi. Il met la musique de Shore au moment où vraiment ça va être pertinent. Le film n'est pas noyé par la musique. J'aime pas cette tendance et c'est surtout dans les films hollywoodiens, les blockbusters, quoi, où du début à la fin, t'as que de la musique. Et il y a plus rien qui en ressort, en fait. Quand tu joues sur le silence et qu'à un moment donné, tu vas avoir de la musique et tout, là, ça peut... Tu as des effets intéressants. Mais t'as vu, Howard Shore, c'est un peu bizarre, sa trajectoire. Parce qu'il y avait, avant lui, il y a eu... juste un peu avant lui, on va dire, il y a James Horner qui a commencé à faire de la musique, toi. Mais côté staccanoviste, sur le truc, James Horner, il faisait plein de musique, quoi. Et bizarrement, Howard Shore, il est passé un cran au-dessus en peu de musique, en fait. Parce qu'il faisait des petites musiques par-ci par-là, il faisait pas que des gros blockbusters, tu vois. Mais il y a eu des étapes, tu vois. Il a eu cette étape La Mouche, il a eu l'étape Silence des agneaux, il y a eu l'étape, pour moi, en tout cas, Seven, qui venait mettre une sorte de conclusion à toute cette période. C'est une musique très envahissante, très... Et ensuite, il s'est lâché avec Seigneur des Anneaux, et là, après, en fait, tout... Par contre, je comprends pas pourquoi... Tu vois, même Crash, il était expérimental dessus, quoi. Ou Existence. Existence, c'est pareil. Par contre, je sais pas pourquoi, au final, c'est pas lui qui avait fait King Kong de Jackson, parce qu'il était... il voulait une musique plus romantique, mais j'ai écouté des morceaux du King Kong enregistrés par... Oui, c'est ce que j'allais te dire. Oui, c'est lui qui dirige l'orchestre. Ouais. C'est fou, quand même, quoi. Et il est chef d'orchestre et c'est pas sa musique dedans. Mais ils se sont retrouvés après sur le Hobbit. La musique est j'accroche pas. moins bien. Parce qu'il avait tout dit, en fait. J'accroche pas. Il avait tout dit. Mais les films sont moins bien. La musique, elle est pas déméritante, elle est toujours très belle. C'est une sorte de complément au Seigneur des Anneaux, en fait. Quand on regarde bien, mais il n'y a pas de thème vraiment qui t'emporte autant. Il n'y a pas autant de thèmes intéressants, quoi. Sur King Kong, du coup, il a voulu James Newton Howard. J'ai jamais compris ça. Je sais que tu aimes bien James Newton Howard. Bon, je trouve... mais ça, c'est quand tu veux faire une musique qu'on retient pas. Elle est pas mal quand même. J'ai mis du temps parce qu'au début... Non, mais elle est bien. Je veux dire, mais il manque... Moi, j'ai écouté un peu ce qu'a fait Howard Shore. C'était quand même... On était quand même dans du
dans du plus tendu, quoi. Et je crois que Peter Jackson voulait faire du romantique. Et Shore, lui, avait une vision... on parle quand même d'un animal, d'un gros singe qui ne parle pas. Il ne parle pas. Bien d'accord. Mais c'est un gros singe, c'est un animal, c'est une force brute. Et lui, c'est ce qu'il voulait. Il voulait rendre ça. Tu vois, ce côté... ouais, mais quand tu vois le film, tu comprends que oui, Jackson, lui, était sur la veine romantique, puisque... En fait, c'est comme pour la mouche. King Kong, c'est une histoire d'amour, quoi. Mais après, souvent, je me dis, mais en le voyant, je me dis, mais il y aurait eu Howard Shore derrière. Il y a des séquences, genre dans Central Park, ça aurait été un peu moins nunuche. Sur la séquence du patin à glace. J'adore cette séquence. On est dans E.T., quoi, tu vois. Trop fleur bleue. Ah oui, sinon, sur la mouche, une dernière chose, oui. C'est vrai que sa musique, j'avais noté tout à l'heure, mais je l'ai pas dit, elle est un peu opératique. Et moi, ça m'a pas étonné après, même si j'ai jamais vu d'image dessus ou si j'ai jamais entendu ce qu'ils ont fait. Mais Cronenberg et Shore ont adapté la mouche en opéra. Et ça a été joué de façon assez confidentielle. Ça a été joué à Paris aussi, je sais pas quand, mais c'était en 2006 ou 2007, je crois. J'avais lu qu'il avait pas repris du tout les thèmes du film, mais j'aurais été curieux de savoir ce qu'ils ont fait en fait. Mais voilà pour 1986. Ça m'a donné envie de le revoir, en fait. Moi aussi, ouais, c'est pareil. Quel bon film, en fait. Il y a eu la suite qui a été faite après, qui était une vraie série B. Par contre, je sais pas si t'as l'édition... je l'ai pas racheté en Blu-ray, mais j'ai l'édition collector en DVD. Sur le second collector, t'as un making-of de 3 heures, quoi, qui est passionnant. Et c'est pas les making-of, ce que j'appelle les making-of à la con, où ils le font pendant le tournage, et ah ouais, j'adore bosser avec lui, j'adore bosser avec elle. En fait, c'est les making-of que j'apprécie, où t'as pas forcément des images de tournage, quoi, où t'as les gens qui sont face à la caméra et qui te racontent ce qui se passait, sans langue de bois, quoi. Mais des fois, la langue de bois, c'est drôle, quand t'as un acteur qui dit c'est un réalisateur exigeant, oui, c'est vrai. C'est quand même... Ou alors quand t'as le commentaire audio de John Carpenter sur Ghost of Mars qui te dit que l'actrice principale était très dissipée. Je trouve ça assez... Voilà, c'est pas la peine de décrire plus, quoi. T'as compris, quoi. Ouais, mais bon, au final, elle a fait le taf. Moi, je trouvais qu'elle Ouais, tout à fait. Donc, de toute façon, Ghost of Mars, c'est un film il est totalement sous-estimé. Je trouve déjà, c'est la meilleure adaptation de Doom au cinéma. Et... c'est un vrai film fun, quoi. Enfin, franchement, quoi. Et puis c'est un film où Jason Statham se fait buter. C'est vrai, ça c'est aussi, vrai. C'est intéressant. Mais ouais, il y a Jason Statham, c'est un Statham movie aussi. Il se fait buter dedans et j'adore ce film. Moi, j'adore ce film. Et à la fin, le dernier plan, quand t'as Ice-T qui regarde la caméra, c'était pas voulu. Ils avaient fait plusieurs prises et Carpenter, il a gardé cette prise-là. Et là, c'est le truc qui te dit, mais pourquoi on voit pas la suite, quoi? Parce que là, tu te dis, là, ça va être la grande guerre. Mais quel bonheur. J'adore ce film, j'adore la musique, j'adore les premiers plans. Ah ouais, le train sur la rythmique de Carpenter, quoi, c'est... Voilà, mais et Carpenter, je comprends pas pourquoi son film est plein de gens, pas terrible, il est mineur. Il est pas mineur. Il y a des mineurs dedans. C'est ceux qui étaient sur Mars, on est d'accord. C'est eux les méchants, tu vois. Mais quelque part, c'est vraiment une sorte d'aboutissement. Tu vois, t'as un peu tout dedans. T'as du Assaut. J'allais te dire, Assaut, la boucle est bouclée parce qu'en final, c'est un peu le personnage dans Assaut joué par Ice-T, quoi. Ouais. Non, mais c'est le même personnage. Ouais. Et même la fille, c'est aussi une sorte de Snake Plissken, tu vois. De toute façon, voilà, c'est un film badass. Moi, j'adore. Ça défouraille dans tous les coins. Et là, pour le coup, j'aime bien. Tu vois, autant Matrix, ça me dérange de voir des bastons où t'as des mecs lambda qui se font buter, t'en as rien à péter, quoi. Ils sont là c'est les décors, quoi, tu vois. Et là, ils ont quand même du mal, hein, quand ils se préparent et qu'ils y vont, là, tu jubiles, quoi. Ah, puis quand la fille est défoncée, et puis en fait, c'est avec la drogue qu'on arrive à pousser l'invasion des Martiens dans le cerveau, quoi, tu vois, c'est quand même vachement... Enfin, moi, j'adore ce film. Voilà, tu disais que t'as envie de revoir La Mouche, et moi, maintenant, j'ai envie de revoir Ghost of Mars. Je pense que je vais aussi regarder. Je te laisse, je vais me mater. Voilà. On a fait une année en 1 heure. Bon, on vous laisse. Ah non, j'ai pas. Attends, t'es gentil, on n'a pas fini. Bon. Je n'ai pas encore parlé de mon film de 1986, l'année de la saucisse. Et bah ouais. Mais si tu veux, on peut faire un podcast sur 86, parce que là, une heure qu'on y est. On fait un podcast 86. On va faire un podcast 87, voilà. L'année des chaussettes, tu vois. Ok. Et à terme, on reviendra sur le 82 et 83 pour faire des podcasts de 10 heures par année. Et pourtant, pour les auditeurs qui nous écoutent, on s'était donné un mot d'ordre. Hein. Bon, on va essayer d'être concis, on va essayer d'aller rapidement. Ah ouais, non mais carrément, on s'est mis d'accord. En plus, on resserre, hein, on perd pas de temps, on resserre, on s'étale pas. Et là, on s'étale. C'est la vie qui passe. Voilà. Moi, j'ai bien aimé cette année-là un film que j'aurais jamais cru aller voir.
J'avais pas prévu d'y aller. Je suis allé un dimanche soir avec des potes parce qu'il pleuvait et il y avait un cinéma d'arrêt d'essai pas trop loin et où il passait toujours des bons trucs, mais toujours à rebours, en retard, vraiment de genre 4 mois après Paris, quoi. Et, euh, et c'est sur un sujet dont je n'avais rien à faire. Je suis allé voir Autour de minuit au cinéma de Bertrand Tavernier, qui est un réalisateur que j'adore en vrai, qui est vraiment, c'est le seul réalisateur américain français, tu vois, ou plutôt qui a une sorte de classe américaine dans ses films, tout en étant camembert. Et c'est pas, justement, c'est le contraire d'un mec comme Luc Besson qui singe les Américains et il arrive pas, quoi. Il arrive pas, ça fait, on dirait des films turcs des années 70 qu'il fait avec plus de moyens. Et là, en fait, Autour de minuit, déjà le film m'a touché parce que l'histoire est vachement sympathique. C'est un type qui aide un saxophoniste qui est perdu dans l'alcool à refaire sa carrière, quoi. Et le saxophoniste l'emmène à New York, tout ça, donc voilà, c'est adapté de la vie de Lester Young. Et dedans, dans le film, il a pris Tavernier, il allait voir Dexter Gordon, qui jouait à cette époque-là d'ailleurs, pour faire le premier rôle. Et la musique, elle est en partie de Herbie Hancock, qui est quand même pas un pignouf, quoi, tu vois, Wayne Shorter, tout ça. En fait, ce film, il était tourné en grande partie à Épinay, dans les studios, que je connais, je suis déjà allé une fois là-bas, c'est incroyable, quoi. Donc, t'as une reconstitution de Paris des années 60 et tout, et la musique, alors le film est sur la musique, et c'est en même temps un film musical. C'est-à-dire que la musique fait partie des décors. Si tu retires enfin, c'est assez compliqué à expliquer, quoi, mais c'est vraiment indissociable. Voilà, quoi. C'est beau. Je sais pas comment te dire. Moi, je vous conseille ce film, si vous pouvez l'écouter. Enfin, si vous pouvez l'écouter et le voir. Surtout le voir. Je crois qu'il est jamais sorti en Blu-ray. Il y a eu une édition très très pourrie en DVD il y a très longtemps. Parce que ce film, en fait, c'est un film Warner. Donc en France, c'est pas... c'est Warner qui a les droits et je pense qu'ils s'imaginent que personne n'a envie de le voir. Et je pensais qu'à la mort de Tavernier, Warner aurait eu la bienséance et l'intelligence de rediffuser le film parce que c'est... Enfin, de le remettre en vente, quoi, tu vois, avec une édition potable. Ils l'ont pas fait. C'est un peu regrettable. Enfin bon, on peut trouver des bonnes versions sur Internet, mieux que le DVD, en fait, en cherchant un petit peu. Mais la musique est vraiment formidable. Voilà, moi, je vous conseille ce film, et Professeur, si tu l'as jamais vu. J'ai le CD que j'avais trouvé pas cher, donc j'avais acheté, parce que j'aime beaucoup le jazz, mais j'ai jamais vu le film. Je connaissais pas le jazz avant, pour moi, c'était une musique chiante pour des vieux, toi. Ou alors le jazz que j'aimais, c'était la musique de film. Toi, Mission Impossible, James Bond, ok, c'est du jazz, quoi. Et là d'un coup, je suis tombé sur le cul, quoi, et j'ai adoré. Et dedans, dans le film, il y a Martin Scorsese, qui était hyper pote avec Tavernier, qui fait sa petite séquence quand les héros arrivent à New York, et il leur parle à une vitesse supersonique et tout, dans un taxi. Enfin, c'est un moment... à l'époque, personne connaissait la tête de Scorsese, moi je connaissais un petit peu, et tout, j'étais super content, quoi, au cinéma. Je me suis dit, putain, il est dedans et tout, comment ça se fait? Enfin, voilà, c'est extraordinaire. C'est vraiment un film... il est beau, il est un peu triste, et en même temps... tout ce que j'aime bien, quoi. Il y a une mélancolie avec... et c'est surtout... Il y a aussi la reconstitution d'un Paris perdu, quoi. Paris des Saint-Germain-des-Prés dans les années 60, quoi. Voilà. Qu'on retrouve des fois, ponctuellement, dans certains films. C'est toujours un peu factice, mais en même temps, je pense que ça devait l'être aussi à l'époque. Tu sais, il devait y avoir ce côté un peu too much. Enfin voilà, c'est là-bas que j'ai fait mes études, en fait, au lycée, Saint-Germain-des-Prés. Mais c'était fini, voilà, il n'y avait plus Dexter Gordon, il n'y avait plus tout ça. Et puis Boris Vian, voilà, je suis né trop tard. Voilà, c'était 1986. Et le docteur qui s'épanche sur sa vie. Ouais, je sais. Mais en même temps, c'est important. Enfin, ma vie n'est pas importante là-dessus, mais tu vois, en fait, chaque film, ça rejoint ce qu'on avait dans le podcast sur la sidération et puis l'émerveillement. En fait, quand t'es spectateur, t'amènes une partie du film avec toi, quoi. Et t'amènes voilà, une partie de toi dans le film, donc. Ouais, tout à fait. Et forcément, tu te projettes, c'est obligatoire. Et moi, dans ce film-là, ouais, ça a été, quoi. C'était les conditions pour le voir ont été étranges, et puis la vision du film. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que je pense que c'est beaucoup.
ceux qui sont comme nous, cinéphages, passionnés de musique et tout, et beaux, doivent être, Bah ouais. réagir pareil. Mais moi, mes souvenirs de ma vie ou quoi, c'est toujours lié à de la musique ou à un film ou il va y avoir toujours quelque chose qui va les ramener à ça, quoi, ces souvenirs-là. Ok, bah professeur 86, ouais. On va se quitter là pour cette fois-ci, et puis on va enchaîner sur 87 après. Merci professeur. Merci docteur. Ah là là, ainsi prend fin 1986, l'année de la saucisse. Oui, j'aime cette blague. Je la répète souvent parce que j'aime ça et je dis ce que je veux car je suis la voix off. Rendez-vous pour une prochaine émission en 1987, l'année des chaussettes. Ciné-claque, du ciné, des claques et des jeux de mots de qualité.